Alors avec cette soirée dédiée aux femmes souveraines, nous souhaitons célébrer donc des figures emblématiques. Fabrice d'Almeida dirait qu'ils n'ont rien mendié, mais qui en tout cas ont marqué l'histoire du Bénin en abattant des bastions. Des bastions pour occuper de nouveaux espaces de pouvoir, des espaces de pouvoir au féminin, je pose la question, mais également nous interroger sur leur héritage. Alors, 3 experts, je n'utilise plus le mot historien parce que nous avons des historiens, nous avons des universitaires, sociologues, muséologues, nous permettront de découvrir ou de redécouvrir ces femmes qui, en leur temps, ont été extrêmement puissantes, résilientes, résistantes, créatives, actives, mais assurément talentueuses. Alors pour ce faire, je voudrais vous présenter notre panel. Marie-Odile Atanasso, universitaire, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui nous parlera des femmes du XXe siècle. Rachida Ayari de Souza, sociologue et muséologue, ancienne directrice du département du patrimoine culturel, qui nous parlera de souveraines méconnues du XIXe siècle, qu'elle tente de faire ressurgir de l'histoire. Et Gabanji Massé, qui est historien, directeur de l'Office du tourisme d'Abomey, qui nous parlera de 2 souveraines importantes qui ont marqué le Dahomey au XVIIIe siècle. Je vais commencer avec Gabanji Massé. Nous allons remonter donc au XVIIIe siècle. Nous allons démarrer ce débat avec la reine Tassi Hangbe. Et j'aimerais que tu nous expliques dans quelles conditions elle est arrivée au pouvoir. C'est une dame qui a vu le jour en tant que jumelle. Et tout le monde sait que dans le Dahomey, les jumeaux sont généralement traités de la même manière. Quel que soit leur sexe, on ne parle pas d'égalité. Ils sont les mêmes. Donc, elle a été intronisée au même moment que son frère, Akaba, sur le trône du Dahomey après le départ de leur père, Ouibadja. Et elle a eu la chance, en assistant son frère, qui a déclenché une expédition contre les Wimenu et qui a vu la mort en pleine guerre. Elle était la seule plus proche à côté, ne pouvant pas annoncer le départ du roi pour affaiblir les troupes du Dahomey et galvaniser les troupes ennemies. Elle s'est habillée en homme et prend le devant des événements et aller sur le champ de bataille à donner des ordres jusqu'à la victoire du Dahomey sur les Wimenu. Et c'est après la victoire que ses frères se sont rendus compte qu'en réalité, c'est leur sœur qui dirigeait et non plus le frère. C'est là où ces problèmes ont commencé. On a d'abord contraint Hangbe à quitter son mari parce qu'on estime que si elle va chez quelqu'un, ça veut dire que celui-là est au-dessus de tout le royaume, alors que son mari n'était pas de la lignée princière. Elle a été obligée de donner l'une de ses sœurs en mariage à son mari pour dire qu'il ne souffrira pas de ses services, surtout la bonne sauce graine qu'elle a l'habitude de lui préparer. Elle n'en souffrira pas. Et cette sœur s'appelle Bonne Sauce Graine. On continue de l'installer jusqu'à ce jour. Ça ne suffisait pas. Ses frères ont dit il faut qu'elle laisse le pouvoir. Elle a résisté jusqu'au moment où son seul garçon, un matin, on lui a demandé de venir voir dans le marché des reines du Dahomey, qui est le marché à Boudjanagan, qu'il y a quelque chose qu'on voudrait lui montrer. Elle part avec tous ses attributs de reine et sur place, elle trouve une natte emballée. On défait la natte et c'était le corps de son fils. Et elle n'a pas pu garder ses émotions, elle a réagi. Ses frères ont dit voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme ne peut pas nous diriger
Ça aurait été un homme et il a résisté. Il n'aurait pas fait transparaître ses émotions, quelle que soit la situation. Pourtant, derrière, elle va néanmoins continuer à défendre les intérêts de son neveu. Bien sûr, elle a accepté de laisser le pouvoir après cet événement, mais elle a dit à une seule condition. Dès que son neveu Agosasa, le fils d'Akaba, arriverait à maturité, que son jeune frère, qui le bousculait, lui passe la main. Ce dernier a accepté, il n'y a pas de problème. Malheureusement, quand le neveu est arrivé à maturité et allé, son oncle lui a tendu un piège dans lequel il est tombé, en lui présentant 2 petites calebasses de bouillie, l'une avec une potion très amère, la deuxième avec du miel, sucré au miel. On lui a tendu ce qui est amer en première position. Elle a dit, ah, c'est amer, il dit de laisser tomber. La deuxième, il l'a vidée. C'était de toute petite quantité. Il dit, voilà, qu'il n'était pas un homme, il n'est pas encore mûr. Sinon, il aurait dû boire la première calebasse, qui était amère. Ce royaume est aussi difficile, compliqué à gérer. Mais la deuxième, quand on sait s'y prendre, on découvre la partie sucrée et personne n'ose enlever la calebasse sans l'avoir vidée, comme il vient de le faire. Donc lui aussi vient d'emboucher la calebasse. Il faut lui permettre de la vider avant de laisser. Il n'a qu'à aller rester où il veut pour être prince. Le petit, révolté, est allé se plaindre à sa tante Angbe, qui est allée vers son frère pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et son frère lui répond qu'il est comme un tronc d'arbre coupé. On ne peut le mettre dans aucun foyer. Ses parents ne peuvent plus rien contre lui. Que c'est lui, Dossou, qui dit, passe-moi ta chose, je vais voir, et qui la confesse. Dossou n'a pas don. Et sa soeur a dit, ah bon, jusque-là? D'accord. Elle rassemble tout le peuple. Elle avait encore cette capacité. Elle prend le peuple à témoin et dit, voilà ce que son jeune frère vient de faire. Et à partir de ce moment, qu'il aura toutes les difficultés de ce monde. Famine, la sécheresse, la guerre, qu'il sera chassé du pouvoir par le royaume d'Oyo. Elle s'est dénudée et rapidement l'équipe qui était avec elle l'a protégée. Tellement elle était révoltée et déçue. Elle a chauffé de l'eau chaude, qu'elle a versée sur tout ce qui est hôtel religieux vaudou. Pour dire c'est son petit frère Nyansounou qui est devenu Agadia, que c'est lui qui leur fait ça, hein, tel qu'il leur rend la vie difficile dans l'au-delà, il faut qu'eux aussi, ils lui créent des conditions difficiles ici. Effectivement, tout ce qu'elle a dit s'est produit. Agadia a dû fuir Abomey. Abomey a été envahi par l'armée d'Oyo. Et il n'a eu son retour qu'après avoir négocié le paiement des tributs. De très lourds tributs. Donc on a une souveraine qui a réussi à prendre le pouvoir, oui, qui a été obligée d'abandonner le pouvoir parce qu'on a tué son fils, oui, qui a jeté une malédiction sur le royaume parce qu'on a écarté son neveu, oui, le prince légitime. Et pourtant, elle a été réhabilitée. Oui. C'est un roi qui l'a réhabilitée. C'est le roi Gézo qui l'a réhabilité. Suite à une consolidation de l'oracle, il allait faire une conquête et on lui dit, sans faire recours à une femme, le Fa l'a identifié, il a dit qu'il a compris. Et c'est Gézo qui a réhabilité Rangbe, lui a construit un temple de Tovodou. Et c'est ça qui a fait que Gézo a donné beaucoup plus d'importance à l'armée des Amazones qui a été son œuvre. Comment ça a été son œuvre? Au moment où elle s'est vue menacée par les hommes, elle a dû s'entourer avec une équipe, une garde rapprochée de rien que de femmes en qui elle a confiance pour assurer sa sécurité. Et après qu'elle ait quitté le pouvoir, ses successeurs ont compris l'importance de cette équipe et ont fini par faire de cette unité-là l'unité permanente du royaume de Dahomey, parce que l'armée des hommes n'a jamais été une armée permanente. On leur fait appel pour les expéditions et après, ils vont travailler la terre. C'est comme ça que Gézo a repris
l'armée des Amazones et a revalorisé la reine Hangbe. Alors, on a une souveraine qui possède un temple Zomadonu, qui est dédié au culte des enfants malformés, Tohosu, oui. Qui est un des temples les plus importants, peut-être le plus important dans la hiérarchie vaudou. La reine porte également la coiffure des réincarnations, les Dadasi, comme tous les autres rois ont des réincarnations qui vivent au cœur du palais, et oui. Pourtant elle n'apparaît pas dans la lignée royale. Pourquoi? Voilà, ses frères ont estimé, en tant que femme, la société du Dahomey était une société de macho, très très patriarcale, donc le pouvoir c'est de père en fils. Donc il n'est pas question qu'une femme vienne changer la lignée en introduisant un fils qui n'est pas de la lignée royale. Parce que si on la laissait continuer, ses enfants vont réclamer le pouvoir. C'est pour ça qu'on les a tous éliminés d'abord. Et elle-même, pour que cela ne se reproduise plus jamais, Agadia a été jusqu'à prendre une loi dans le royaume pour interdire la gestion du Dahomey par un jumeau. Si tu es né jumeau, désormais, tu ne peux plus être roi du Dahomey. Non, pas par une femme. Parce il n'a pas interdit aux femmes de prendre le pouvoir, il a interdit aux jumeaux de prendre le pouvoir. Voilà, c'est parce que la femme est arrivée au pouvoir parce qu'elle était jumelle. Si elle n'était pas jumelle, elle ne pourrait pas, on ne lui permettrait pas d'accéder au pouvoir. C'est pour ça qu'elle a pris un nom fort, on dit Koromasikbo, qu'elle est comme un tambour, un tam-tam. Dès qu'on le sort pour l'animation, il ne craint plus les bâtons. Puis c'est avec le bâton qu'on tame le tam-tam. Elle est prête à supporter tous les coups et elle en a vraiment supporté. Alors il y a des souveraines en dehors du Dahomey. Rachida de Souza, à quelle époque et dans quelles conditions la reine Inen Mego a pris le pouvoir et a dirigé Chabé? La reine Inen Mego, c'est le royaume de Chabé. C'est à peu près actuellement ce qui correspond à Save, ce qu'on appelle aujourd'hui Save, Puskokoro, Kilibo, toute la zone qui entoure en ceinture la ville actuelle, la préfecture actuelle. Alors, elle est d'ascendance royale. Elle est reine. Elle a été considérée comme reine par certains, régente par d'autres, et d'autres ne lui ont pas reconnu cette qualité. Elle descend d'un lignage royal. Elle appartient à ce qu'on appelle le clan des Otala. Le pouvoir dans le royaume de Chavez se redistribuait par rapport à certains lignages. Il y a un clan et il y a plusieurs lignages. Et c'est à l'un de ces lignages qu'appartenait la reine Inen Mego. Il faut dire qu'elle est venue à un moment où ce royaume était attaqué par les Idahomi, et particulièrement par le roi Gezo, qui faisait des razzias annuelles tous les ans pendant les saisons sèches. C'était des razzias aussi esclavagistes qui aboutissaient à un enlèvement des personnes. Elle a régné à la mort de celui qu'on appelle Akikonchu, qui est mort suite justement à certaines attaques Idahomi. Ce royaume était aussi attaqué par les razzias de Fulani. Les Fulani, je ne vais pas remonter dans l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Ousmane Den Fodio, qui a écumé toute l'Afrique de l'Ouest avec les Peuls, et dont une vague est descendue jusqu'à arriver sur ce petit royaume de Save. Ce royaume avait comme allié principalement Oyo. Oyo qui était l'ennemi principal du royaume du Dahomey, mais qui va être détruit lui aussi, ce royaume, par les Fulani en 1887. Donc elle était dans une situation extrêmement difficile, dans une situation de vacance de pouvoir.
C'est une reine qui est célèbre dans sa région, dans son milieu, mais qui n'est pas connue par les historiens, parce que les généalogistes ne l'ont jamais évoquée dans les différentes lignées royales. Vous ne trouverez pas beaucoup de traces. Très peu de chercheurs font allusion à cette reine. Il y a Paolo Marti, par exemple, qui a un peu touché la question. Il y a le révérend père Mulero. Mais sinon, c'est extrêmement difficile de retrouver, à part les traditions orales, dont certaines, malheureusement, sont déformées et se perdent. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait exactement, cette princesse? Elle a régné, point d'interrogation, entre 1840 et 1845. C'était une femme très dynamique, très entreprenante, mais aussi très généreuse. D'ailleurs, son nom, Inen, ça signifie générosité. Ça a été le surnom qu'on lui a donné parce qu'elle recevait très bien. Elle est arrivée à rassembler un conseil autour d'elle et elle voulait vraiment rétablir la tradition et avoir l'intronisation en tant que reine officielle. Mais malheureusement, elle avait des détracteurs, elle avait aussi des partisans, mais ces détracteurs étaient plus importants que ses partisans. Ils invoquaient surtout la coutume, les traditions, et ils disaient « on n'a jamais vu une femme devenir reine ». Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reconstruit, puisque les Hidaromi avaient rasé, avaient détruit Savè, le royaume de Chabè. Cette femme a reconstruit la capitale. Elle a édifié même des hautes murailles de protection sur tout le pourtour du royaume. Et elle a essayé de faire des lieux refuges. Et on l'a connue parce qu'on a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle les lieux refuges par rapport à la période de l'esclavage et par rapport à ces luttes qui décimaient certaines régions du Dahomey précolonial. Elle a particulièrement aujourd'hui, si vous allez à Fiditi, sur la colline, personnellement, en 2007, je travaillais sur le classement du site. On a vu des traces de ces murailles. C'est des blocs de granit qui sont reliés avec un liant de banco et qui servaient de protection à la ville. Elle a essayé de rassembler les rescapés, parce que chaque fois qu'il y avait une incursion, les gens se sauvaient. Les gens allaient à Biokuta, ils émigraient vers Oyo, ils allaient vers Ifè, et ils restaient là-bas en attendant que la situation s'améliore. Elle a tout fait pour ramener ces gens, les mettre en confiance, les remettre un peu au travail et leur donner de l'espoir. Malheureusement, elle s'est heurtée à l'opposition. Elle vivait dans une société non seulement patriarcale, mais virilocale. Patriarcale parce qu'elle était structurée par rapport à un pouvoir qui se passait par les Anyas, virilocale parce que c'était les hommes qui avaient préséance en tout lieu et en tout temps sur les femmes. Et cela donc a prévalu sur son sort et malheureusement Inen Miego a connu une fin tragique. On suppose qu'elle a assuré une certaine régence pendant 4 ou 5 années. D'ailleurs, après sa mort, ce qui s'est passé, les Fulani ont envahi le royaume et l'ont, encore une fois, en alternance avec les Hidaromi, redétruit. Voilà en ce qui concerne Inen Miego. La deuxième a eu un sort plus heureux. Oui, alors elle est rassembleur, elle est réparatrice. Effectivement, c'est le moment de parler de la reine Ida. Alors on est un peu plus tard, on est dans une période un peu plus tardive, on est à la fin du 19e siècle, oui. On arrive au début du 20e. Oui. Quel a été son rôle exactement? Alors la reine Ida, nous allons à Kétou, c'est toujours un royaume Yoruba. C'est un royaume Yoruba. Nous avons la maire de Kétou dans la salle, Madame le maire de Kétou. Qu'est-ce qui se passait à Kétou à cette époque? Il y avait ce qu'on appelait les divisions fratricides et les conflits civils. C'est-à-dire que les villes-cités elles-mêmes, Yoruba, à la fin du 19e siècle,
s'opposaient les unes aux autres et se faisaient la guerre. Par exemple, la guerre de Ketu contre Ibadan. Il y avait les attaques Idahumi. Nous sommes maintenant sous le règne de Glele. Et il y avait ces incursions des cavaliers Batumbu qui descendaient du nord, du Borgou. Donc, ce petit royaume, ou ce royaume, était lui aussi en situation de crise et enserré par plusieurs assaillants. Alors, c'est dans ce climat donc de violence, d'incertitude et à la limite de désespoir que va émerger cette reine Ida. Alors, Glele était déterminé à détruire complètement le royaume de Ketu. Et il l'a fait à 3 reprises, en 1893 et en 1896. Il disait qu'il fallait casser Ketu. Pourquoi? Parce que son père, Gezo, qui revenait d'une expédition contre Ketu, aurait été tué sur le chemin. Et donc, par esprit donc, de vengeance, mais aussi pour neutraliser un ennemi et pour aussi limiter l'action d'Oyo. Parce que les Ketua, à Ketu a eu une situation un peu ambiguë. Les Idahomi, ils disaient qu'ils étaient les alliés des Idahomi, et les Idahomi disaient qu'ils n'étaient pas des amis, des alliés sincères. La situation était la même du côté d'Oyo. Oyo leur disait, mais s'ils sont vos ennemis, vous ne devez pas fraterniser avec eux, vous ne devez pas avoir des alliances. Donc c'était un petit royaume, ils n'étaient pas guerriers, ils avaient juste une milice, mais ce qu'ils avaient, c'était des fortifications, dont actuellement il reste une belle relique pour les personnes qui veulent la visiter, c'est Akaba Idena, qui donne une idée de ce qu'était un peu la gloire de Ketu autrefois. Alors, nous en revenons à la reine Ida. Donc, elle aussi, c'est une princesse. Elle appartient au lignage des Messa, puisqu'à Ketu, il y avait le même système approximatif que dans le royaume de Chabé, comme dans tous les royaumes Yoruba. Elle est arrivée, elle avait 40 ans, cette femme. C'était une belle femme, c'était une femme énergique, mais c'était une femme qui était aussi partie en exil avec toutes ces personnes qui se sont sauvées en 1893 pour échapper à l'ennemi. Et donc, elle aussi, elle a fait un grand travail. Elle a eu une action réparatrice, mais réelle, parce qu'elle a rassemblé tous les rescapés. Elle leur a donné l'espoir d'une libération. Elle assurait une vacance sur le trône et elle a mobilisé la diaspora Yoruba, c'est-à-dire Oyo, Ibadan, jusqu'à Abeokuta, qui est une branche, même si c'est des Egba, pour faire revenir tous ces réfugiés. Et elle a reconstruit Ketu. On dit qu'elle a fait curer les puits, qu'elle a remis les toitures. Remettre les toitures est important à Ketu, je pense que Madame le maire le sait, c'est-à-dire que quand ils étaient attaqués, avant, les toitures étaient en paille. Quand ils savaient qu'il y avait des assaillants, ils enlevaient toutes leurs toitures. Donc remettre les toitures, les toitures sur les maisons, c'était revenir à la paix et accepter donc de vivre sur ces lieux. Elle a encouragé maintenant 2 candidats de son clan, qui étaient réfugiés, à venir se faire introniser. Mais ils ont refusé. Ils étaient à Lagos et ils avaient peur que les Idahomi reviennent et ravagent encore Ketu. Donc elle a dû faire introniser quelqu'un de son clan, qu'elle a épousé d'ailleurs, puisque c'est toujours cette société patriarcale qui n'accepte pas une femme. Son épouse s'appelait, Oni Echen,
elle l'a épousé, et c'est ainsi qu'elle a pu exercer le pouvoir à travers lui. Mais attention, elle a exercé ce pouvoir jusqu'en 1938. C'est une femme qui a vécu un peu cette période charnière de la fin du XIXe siècle, la pénétration coloniale et le début de l'administration coloniale. Elle a elle-même aussi fait preuve d'énergie, de beaucoup de courage, et elle a manifesté. Son mari est devenu à un moment donné aveugle, et donc elle a eu toute la latitude pour exercer le pouvoir. Et elle l'a exercé pendant près de 10 ans. Le mari étant là, donc l'époux étant là, il avait le titre de roi, il était aveugle, mais elle était un peu sa main, si vous voulez, son bras armé, qui décidait et qui prenait donc tout ce qu'il fallait faire pour ce royaume. Est-ce qu'elle a été résistante à la colonisation? Si, elle a été. Cette dame est une grande dame. Elle a été résistante parce qu'elle a imposé sa volonté à l'administrateur colonial. Et elle a opposé à plusieurs reprises. Elle a opposé particulièrement pendant ce qu'on appelle la révolte des Holi, du Holidjé. Les Holi sont des sortes de Nagos, mais ils habitent au sud, dans les zones marécageuses qui se trouvent au sud de Kétou à l'époque. Et l'administration coloniale avait décidé de faire passer un train à la lisière de leur, si vous voulez, de leur terroir. Les Holi se sont soulevés et ça a été un soulèvement sanglant. Il y a eu même, je pense, un administrateur français qui était mort à l'époque. Les historiens en parlent, et là, c'est très détaillé dans les rapports administratifs de la colonie. La deuxième, et donc elle a pris parti pour les Holi. Elle a défendu la cause Holi auprès de l'administrateur. La deuxième, c'est au cours de lorsqu'on faisait du recrutement obligatoire et forcé dans les années 1914 pour envoyer les jeunes gens faire la guerre en Europe. Elle s'est opposée contre ce recrutement. On les recrutait, on les prenait la nuit en allumant des allumettes, il n'y avait pas de lumière à l'époque, et on entrait dans les cases, et d'ailleurs ça s'appelle, je pense que les Quétois, les vieux Quétois s'en souviennent, c'est ce qu'on appelle la guerre des allumettes, parce qu'on venait carrément enlever les jeunes gens pour les forcer à aller s'engager dans l'armée coloniale. Elle a été d'ailleurs à cet effet, exilée. On l'a exilée à Iroquois en 1917, où elle a vécu jusqu'à sa mort. Il semble qu'elle a vécu jusqu'à 95 ans, et elle est morte, elle, on le sait avec précision, puisqu'il y a les rapports de l'administration, en 1938. Alors, pour résumer, donc c'est une femme qui a une action de réparation, une action réellement de construction et une action politique, dans le sens où elle a amené à une intronisation royale, où elle a forcé à une intronisation royale. Et elle a participé à 2 événements qui marquent quand même l'histoire de la période coloniale du Bénin. D'autres femmes ont occupé des espaces de pouvoir, notamment à travers l'organisation des cultes, l'organisation des traditions. Gabin, je vais te redonner la parole. Et je voudrais t'interroger sur la reine Wangilé, qui a organisé 2 cultes très importants à Abomey, le culte Zomadonu dont nous avons parlé avant, le culte des enfants mal formés, mais aussi le culte de Sekbolissa, dont le temple existe toujours, il est en bordure des palais, et ce sont 2 cultes qui sont parmi les plus hauts dans la hiérarchie du royaume d'Abomey. Est-ce qu'en créant en organisant ces cultes, est-ce qu'elle a poursuivi un objectif politique? Naye Wangilé, c'est l'épouse du roi Gadja, mère du roi Tegbessou. Le roi qui, en tant que prince, a été tribu à Oyo. Donc, Naye Wangilé a pesé tout son poids aux côtés de son mari pour que ce fils
qui étaient envoyés comme tribus reviennent à Abomey et succéder à son père. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'a fait que du cultuel. À travers son cultuel, elle a aidé son fils à prendre le pouvoir. Et étant donné qu'elle a aidé le fils à prendre le pouvoir, elle a une certaine autorité sur le fils. Elle est Adja d'origine, mais elle gère un culte Nago à Abomey. Parce que quand elle a été kidnappée, je dirais, elle venait vendre des crin-crins aux épouses royales à Abomey. Et exprès, les femmes du roi l'ont aidé à s'asseoir sur leur natte. Et on lui a dit, une fois que vous êtes assis sur cette natte, vous ne pouvez plus partir. Vous devenez automatiquement reine. Seules les épouses ont le droit de s'asseoir sur ces nattes. Et ceci, c'était en commun accord avec leur époux, le roi Agadia. Elle a été confiée à une autre reine, épouse du roi Agadia, qui est Nago d'origine, détentrice de ce culte, Sebolissa, qui n'a pas donné d'enfant. C'est comme ça qu'elle a hérité de sa coépouse ce culte, dont elle est devenue responsable aujourd'hui, et qui a un rôle très important dans l'hiérarchie des cultes du Dahomey, parce que c'est elle qui a permis l'installation de Zumandonu. Et dans les panégyriques de Zumandonu, vous entendez que Zumandonu est sur le portail, l'entrée de Naye Rwandjere, donc que Zumandonu est un chien de garde pour la reine Rwandjere. La plus haute initiation au niveau de Zumandonu, les temples sont gérés par un homme et une femme. La femme, on l'appelle Gampo. Pour devenir Gampo, il faut nécessairement aller chez Naye Rwandjere et c'est elle qui vous consacre. Et c'est le rythme Sebolissa qui vous ramène dans votre temple là où vous êtes responsable pour exercer votre rôle désormais de responsable du culte. Donc, à travers le culte, Rwandjere a beaucoup influencé le pouvoir politique à travers son fils, qui a été le roi qui a fait du vaudou une institution dans le Dahomey, avec une hiérarchie claire. Et quand vous voyez la typologie du vaudou dans le Dahomey, aujourd'hui, vous constatez facilement, aisément ce que je vous dis. Il y a les grandes familles de vaudou qui ont chacune un responsable. Et tous ces responsables sont sous l'autorité directe du roi. Mais s'il y a des contentieux, il faut nécessairement aller chez le responsable du culte Zumandonu qui gère les princes et princesses déviés. Donc, c'est chez lui qu'on va régler les contentieux. On appelle cette cour, aujourd'hui qu'on peut appeler Cour suprême, on l'appelle à l'autordiquin. C'est-à-dire, quand vous êtes contre un mur et un margouillat passe sur le mur, il fait tomber des grains. Le temps que vous réagissez, le margouillat passe de l'autre côté du mur. C'est cette image-là qui est choisie. Vous ne saurez jamais celui qui est allé se plaindre de vous là-bas. Vous avez intérêt à faire attention. Chacun se surveille. Si vous allez contre les principes du culte, quand vous tenez des propos malveillants, vous avez des actes préjudiciables, automatiquement, vous recevez une convocation de ce haut lieu du culte. Et personne n'aime aller là-bas jusqu'à présent, parce que cette cour va jusqu'à prononcer des peines capitales. Sur un autre registre, dans une autre région, et je pense au Borgou, à Niki plus précisément, oui. Une femme qui porte le titre de Yonkogi détient des rasoirs. Rachida, est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'elle fait de ces rasoirs? C'est la Yonkogi.
la Yonkogi du pays Barou, c'est-à-dire du Borgou. C'est le toponyme qu'emploient les autochtones, puisqu'ils distinguent le toponyme, c'est-à-dire le terroir lui-même, le Borgou, et les habitants du Borgou, qu'on appelle scientifiquement l'ethnonyme, c'est le Batonou et les Batombou. On ne dit plus Bariba. Donc, elle appartient à cette société. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais dire 2 mots sur le Borgou. Le Borgou s'est développé surtout, ce territoire. Il y avait des autochtones, et puis il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelle les Wasangari, qui sont des cavaliers guerriers très, très violents, qui ont envahi, qui ont dominé cet espace et qui ont constitué ce qu'on appelle des entités politiques sous forme de différentes chefferies. Et à partir de ces chefferies se sont développées ce qu'on appelle des villes du Nord, qu'on appelle aujourd'hui les villes du Nord, qui sont nées du commerce caravanier. Le commerce caravanier se faisait sur les pistes transsahariennes, et il s'est bâti sur ce qu'on appelle les ports du sable où transitaient à la lisière du Sahara un certain nombre de caravanes qui amenaient des esclaves, de l'or, de l'ivoire, des captifs, etc. Et cela donc a donné naissance à des espaces urbanisés, et surtout des centres commerciaux comme Kparu, Kani, Zougou, sur la ville de ce qu'on appelle sur la route de Gonja. Alors, évidemment, ce commerce va s'essouffler au XIXe siècle, surtout à la fin du XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage, plus ou moins, et l'implantation de l'administration coloniale. Donc, ces vagues il y a eu ce qu'on appelle des vagues de marchands soudano-nigériens. C'était surtout des Hausa et des Dandi qui vont s'ajouter à ces Wasangari et qui vont peupler le Borgou et donner naissance à d'autres villes et à une société particulière. Alors les autres villes, c'est Kano, par exemple, Paru, Djougou, etc. Alors, la Yonkongi vit dans une société, je vais peut-être rappeler les mêmes mots, patriarcale, fortement patriarcale et surtout virilocale. Et c'est une société où domine ce qu'on appelle les guerriers, cette noblesse du cheval que sont les Wasangari, qui forment aussi une élite politique, évidemment. Elle comprend aussi des roturiers, ce qu'on appelle les Batombo, qui, eux, sont les autochtones qui pratiquent la chasse, la pêche, etc. Et puis, il y a les esclaves. Alors, les esclaves, au niveau du Borgou, il y a 2 espèces d'esclaves. Il y a les captifs de guerre, qui vivent au palais au service du roi. Il y a les captifs que les Wasangari ont vendus au peuple, au Peul, au Gando. Et il y a les Mariabou. Ce sont ces enfants qui ont échappé à l'infanticide, dits enfants anormaux, et qu'on vend symboliquement au Peul. Alors, dans cette société, la Yonkongi est en général une cousine du roi. Souvent, on dit qu'elle est la sœur, mais la sœur, c'est par extension. C'est surtout une princesse. Elle est la première femme du royaume, et son pouvoir arrive après celui du roi. Et c'est elle qui consacre l'appartenance clanique et le statut social des 2 sexes, des princes et des princesses Wasangari. Les Wasangari font un premier baptême, ce qu'on appelle un baptême de dation. Lorsque l'enfant naît, tout le monde fait ce baptême, on attribue un nom, et l'enfant est intégré dans le lignage de son père, dans le lignage paternel. Mais il y a un deuxième baptême, entre guillemets, qui, lui, est obligatoire
et il est exécuté par la Yonkongi. Et c'est ce baptême qui donne le titre véritablement de prince Wazangari. Et c'est la Yonkogi qui le fait. Elle le fait au cours de la Gani. Lorsque la Gani touche vers sa fin, il y a une réunion au cours de laquelle un certain nombre de chefs traditionnels se réunissent. Et à ce moment-là, elle fait son cérémonial. Elle reçoit les jeunes princes adolescents Wazangari. On ne peut pas être Wazangari si on n'a pas fait ce deuxième baptême. Alors en quoi consiste ce deuxième baptême? Simplement en une cérémonie très codifiée, très ritualisée, au cours de laquelle la Yonkogi, on dit qu'elle rase les princes. Mais en réalité, elle leur coupe une touffe sur le front, elle leur coupe une deuxième touffe sur la nuque et elle les renvoie maintenant. Elle a avec elle un coiffeur, ce qu'on appelle aujourd'hui un coiffeur, c'est-à-dire une personne qui est assignée à cette tâche et qui rase les jeunes adolescents. Alors, après le rasage, elle donne un nouveau nom. C'est un nom qui est inspiré surtout à partir des animaux de la brousse en partant de leur qualité. C'est-à-dire on peut vous appeler un lion, un buffle, etc. en langue batombo. Elle bénit le prince et maintenant les généalogistes commencent à chanter la généalogie de chaque prince. Et c'est comme ça qu'ils sont, je dirais entre guillemets, adoubés prince Wazangari. Et ils ne peuvent aspirer ou être candidats à une charge royale officielle s'ils n'ont pas fait cette cérémonie. Si je vous ai posé ces deux questions sur des femmes qui ont des pouvoirs religieux, qui ont des pouvoirs cultuels, c'est aussi pour vous poser la question du matriarcat. Parce qu'avant, on a parlé des trois souveraines qui, finalement, ont dû céder leur pouvoir dans une société très patriarcale. Mais là, on a une reine, Reine Mère Tekbessou, qui a un certain pouvoir à travers la religion, à travers les cultes très puissants. On a la Yonkogi qui fait les princes. Est-ce que ce n'est pas des traces très anciennes de matriarcat qui existent dans ces sociétés ? Rachida. C'est des hypothèses qui ont été posées par certains chercheurs, effectivement. Et ça se remarque particulièrement dans les cultes. Dans les cultes, tout à l'heure, M. Gabin a parlé donc de Na Huanjile et de sa transmission de pouvoir, enfin, de consécration à une femme, à une autre femme qui dirige un culte. Dans les cultes, par exemple, Yoruba Nago, à la tête de toutes, mais absolument de toutes, les sociétés secrètes, même les plus fermées, même les plus masculines, comme Oro, comme les Egun, qui ne sont accessibles qu'aux hommes en tant qu'adeptes ou en tant que, dans la vie courante, lorsqu'ils s'exhibent, ils ont toujours à leur tête une femme. Bon, le pouvoir s'équilibre entre hommes-femmes, c'est-à-dire entre principes masculins et féminins, dont le binaire crée, si vous voulez, un ternaire d'autorité et de pouvoir. Mais il ne peut y avoir de pouvoir s'il n'y a pas ce binôme femme-homme. Et la femme a prééminence sur celui, par exemple, qu'on appelle le Babalache, le père du pouvoir. Et alors la question se pose, est-ce que ce n'est pas un pouvoir antérieur que les femmes possédaient et que, bon, compte tenu des vicissitudes, peut-être, ont dû, ou la prééminence des hommes, ont dû partager, mais en gardant cet équilibre au niveau du sacré et au niveau de ce binôme. Beaucoup de chercheurs énoncent cela comme des traces de matriarcat. Oui. Gabin, même question. Est-ce qu'à Abomey, il y a d'autres traces de matriarcat
à part la reine-mère de patriarcat possible, à part la reine-mère Tekbessou. Je pense notamment à des femmes qui sont chefs de lignage, à des femmes très discrètes, les Minona. Quand on dit Minona dans l'air culturel fond, tout le monde sait de quoi on parle. Il faut faire beaucoup attention. Quand on fait une situation, on vous dit ah, ce sont les minons. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Et on interdit aux enfants d'en parler parce que ce n'est pas une question d'enfant. C'est un sujet très délicat et dangereux. Et c'est une fois encore une possibilité, une manière de démontrer la puissance féminine sur l'homme. Parce que quand on parle de Minona, le dernier mot leur revient. Et généralement, il faut constater que nos mères sont plus dures en matière d'éducation que les pères que nous sommes. Elles sont plus dures et elles ne pardonnent pas facilement. Il faut les éviter au maximum. Vous avez une femme avec vous et vous la décevez au point où elle se fâche. Si elle se fâche sérieusement, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Et dans la pratique quotidienne chez nous, elles disent, elles sont sûres de quelque chose. Il suffit qu'elles aillent faire leur toilette intime sur une question précise et c'est leur volonté qui se passe. Donc également une trace de matriarcat possible sur cette société secrète. Bien sûr. Généralement, on pense que c'est les hommes qui ont tous les pouvoirs. Mais sur le plan spirituel et sur le plan occulte, c'est les femmes qui ont tous les pouvoirs. Les hommes ne développent leur pouvoir qu'aux yeux du public. Les manifestations extérieures, ils bombent le torse. Mais à l'intérieur, tout le pouvoir revient aux femmes. Et elles ont encore quelque chose de très important, de plus que les hommes, c'est que très tôt, elles deviennent chastes. Alors que les hommes, quel que soit leur âge, ils continuent toujours de s'essayer. À partir de ce moment-là, elles sont plus en contact direct avec les esprits que les hommes. Dans un couvent, tout ce qui est essentiel en matière d'initiation, c'est les femmes qui les exécutent. La nouvelle langue à apprendre, c'est elles. La danse, c'est elles. Et ce n'est pas dans des conditions du tout faciles. Hein. C'est plus facile à dire qu'à vivre. Alors on va sortir des couvents et on va essayer de donner la parole à Marie-Odile Atanasso pour parler un peu du XXe siècle, du matriarcat qui a beaucoup disparu, du patriarcat qui est très présent. La dernière grande souveraine connue, Ida Aketou, s'est opposée à l'administration coloniale. Est-ce que la période coloniale a été un frein à l'émancipation des femmes? Je pense, comme les autres intervenants et intervenantes ont dit, les femmes avaient un pouvoir. Nous avons vu qu'il y avait le corps des Amazones qui a été créé par la reine Rangui. Il y avait Porte-Nouveau aussi qui avait ses guerrières. Il y avait Savet aussi qui avait ses guerrières. Et avec le contact avec la colonisation, ces rôles joués par les femmes ont pratiquement disparu parce que nous sommes rentrés dans une société patrilinéaire où c'est les hommes qui dirigent. Le patriarcat a joué un rôle un peu défavorable à l'émancipation des femmes, notamment des femmes béninoises. Et comme on a dit, les femmes qui dirigeaient les couvents, c'était souvent les taïnons, c'est-à-dire c'est les femmes qui avaient fini leur fécondité généralement,
qui jouaient le même rôle que les hommes. À partir du moment où vous n'accouchez plus, vous n'avez plus de menstrues, ces femmes-là avaient le même pouvoir que les hommes. Donc, lorsque l'on regarde un peu dans nos sociétés secrètes, la femme était bien présente, mais au niveau de l'administration générale et de la société, à partir du moment où nous avons connu le choc culturel, on peut dire que le rôle des femmes s'est amenuisé et on peut peut-être dire que ça a été un frein pour l'épanouissement des femmes selon ce qui se faisait avant la période précoloniale. En 61, Justine Béhanzin est une femme expérimentée et pourtant elle refuse le poste de ministre de la Santé à l'époque, qui lui avait été proposé par le président Hubert Maga, tout comme Euphrasie Taniféani. Elles estiment tous les deux que ce n'était pas le bon moment. Comment vous expliquez ce refus alors qu'on est au lendemain des indépendances? Comme vous aviez dit, en 1961, Justine Béhanzin a été proposée pour être ministre de la Santé par le président Hubert Maga au sein du parti PRD qui a régné de 1955 à 65, 1955 à 1965. Elle a refusé parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas encore prête et qu'elle n'était pas encore, il n'y avait pas encore une masse critique de femmes pouvant prendre le pouvoir et que son rôle, c'était beaucoup plus d'instruire, d'éduquer les femmes, de les unir pour qu'elles puissent prendre le pouvoir et que le moment n'était pas opportun pour qu'elles deviennent ministres. Et étant ministre, elle sera coupée de la base, donc ne pourra pas travailler sur les femmes comme elle le voulait. Donc elle a décliné le poste. Mais en 1969, elle est partie à l'Assemblée nationale. Il en est de même pour Mme Taniféani, qui était dans le parti de Ahoma-Degbe et qui a pensé que le moment n'était pas encore arrivé pour que les femmes prennent le pouvoir. Il fallait soutenir les hommes. Il fallait faire toutes les actions pour que les hommes aillent au pouvoir et qu'il reste un peu de temps pour que les femmes prennent le pouvoir. Donc, elle aussi, elle a décliné le pouvoir. Mais en 1964, elle a été la première attachée de cabinet du ministre Lozès, qui était ministre des Affaires étrangères. Il faudra attendre 1979, sous la révolution marxiste-léniniste, pour voir entrer 9 femmes au Parlement. Vous pouvez nous parler de Valentine Gangbo? Bon, la révolution, comme vous avez vu, a commencé en 1972. Et au moment de la révolution, il y a eu beaucoup de changements sur l'implication des femmes dans la vie politique. Il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées. Il y a eu le Conseil national révolutionnaire qui a été décentralisé depuis les villages, les communes, les districts, les provinces, jusqu'au niveau national. Et par rapport à ces différentes instances, il a été fixé un quota à partir du moment où la loi de 1977 a donné l'égalité aux hommes et aux femmes. On a fixé un quota de 3 femmes dans chaque instance, depuis le village jusqu'au niveau national. Et dans les comités spéciaux, c'est-à-dire la commission, le comité d'organisation des jeunes et des femmes, depuis le niveau du village jusqu'au niveau national, il y avait 7 femmes dans les bureaux, ce qui fait que nous avons une masse critique de femmes représentées dans les différentes instances, ce qui a permis, lorsqu'on a voulu faire les élections au niveau de l'Assemblée, d'avoir beaucoup de femmes. Sur 70 000 femmes en 1979, il y avait 19 600 femmes qui étaient élues, ce qui représentait une proportion de 28%. Ça signifie qu'au moment de la Révolution, il y a eu une valorisation du rôle de la femme parce qu'il fallait toucher le maximum de personnes dans le pays pour le mouvement révolutionnaire. Et ça a permis, c'est la période où les femmes ont fait leur entrée effectivement en politique. En 1979, il y a eu 9 femmes qui sont allées à l'Assemblée par la voie indirecte. Donc, vous êtes élus au niveau village, après au niveau commune, au niveau district, province, au niveau national, vous rentrez à l'Assemblée. Et il y a aussi, au-delà de ces 9 personnes qui ont été élues, 9 femmes qui ont été élues de façon indirecte,
sur les 366 commissaires élus, il y avait 28 femmes. Donc, cela a permis quand même aux femmes d'être nommées et d'être à l'Assemblée. Nous avons Madame Gambo, qui était la 3e vice-présidente à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Et c'était une femme, sage-femme, qui n'était pas très politique, mais avec le système mis en place, ça lui a permis de se retrouver à l'Assemblée nationale. Et nous l'avons rencontrée avant qu'elle ne meure. Elle a joué le rôle de président du Dahomey au moins 3 fois en l'absence du président. C'est-à-dire quand le président était absent, M. Adjoboko Ignace, premier vice-président, étant souffrant, et quand M. Villon-Guézo était en sage, était en mission, c'est elle qui a joué le rôle de présidente du Bénin. Au moins par 3 fois, elle a joué ce rôle-là. Et elle a dit qu'elle essayait, elle liquidait les instances, mais au moment où elle était confrontée à ces problèmes, elle demandait beaucoup de conseils. Elle a dit, on peut être intelligente, mais on peut ne pas avoir la connaissance. La connaissance ne signifie pas l'intelligence. Donc c'est une femme qui n'est pas, on ne sait pas au Bénin. J'étais très contente qu'on en parle aujourd'hui. Et ce n'est pas généralement connu qu'elle a quand même dirigé ce pays en l'absence du chef de l'État. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on avait donné la possibilité aux femmes de jouer ce rôle de président de la République. Je voudrais qu'on parle d'une autre figure qui est Rafiatou Karimou. Alors, elle a été présidente de l'Organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, mais elle a aussi été la première femme ministre. Mais ça s'est passé seulement en 89 et ça s'est arrêté en 90. Madame Rafiatou Karim, elle a beaucoup milité. Elle a dirigé l'Organisation des femmes révolutionnaires. Elle a été d'abord la première femme nommée chef de district de Houlenou. Donc, et après avoir dirigé l'Organisation des femmes révolutionnaires, elle a été nommée ministre de la Santé. Elle a été la première femme nommée en 1989 dans un gouvernement de 15 personnes. C'était pour la première fois qu'une femme était nommée ministre. Mais c'est déjà un pas. Cela montre toujours que dans la période révolutionnaire, on a valorisé les femmes par leur lutte sur le terrain et par le rôle qu'elles ont joué au niveau des instances locales, districts, communes, provinces, au niveau national. Donc, Mme Karim Rafiatou a été encore renommée ministre au gouvernement du président Kérékou II en 2003, après avoir été membre du MADEP, et elle a créé son parti elle-même. Malheureusement, elle est décédée le 4 janvier 2018. Revenons un peu en arrière. La conférence des forces vives de la nation, peu de femmes finalement ont participé, mais il y a notamment eu Mme Dalméda Adamon, qui s'est illustrée aussi par un autre acte fondateur ici au Bénin. Oui, à la conférence nationale, il y avait très peu de femmes. Elle a fait partie des femmes qui ont siégé au présidium et elle a été membre du conseil transitoire. Et elle a été nommée ministre de la Justice sous le président Soglo. Et elle a beaucoup contribué à l'épanouissement des femmes à travers des associations qui luttent pour les femmes, pour les droits de la femme. Elle a dirigé beaucoup d'associations. Vous allez, si vous lisez des documents, vous allez voir. Elle a beaucoup contribué. Elle a été ministre de la Justice. Elle s'est battue au moment de la conférence. Elle est également décédée, mais son nom demeure parce qu'elle a quand même joué un rôle très important au niveau de la conférence nationale des forces vives et également en tant que ministre de la Justice. Et le Code de la famille, c'est elle qui a porté cet important projet. Elle a également contribué à l'élaboration du Code de la famille, comme vous le savez très bien. Alors il faudra également attendre le lendemain de la conférence nationale pour voir des premières femmes accéder à des postes d'ambassadrices ou de présidentes d'institutions.
Madame Dorego. Madame Dorego a été ambassadrice, pas dans les années 90, mais dans les années 80. Puisqu'elle a été ambassadrice de 82 à 88 au Nigeria. Elle a fait les études, elle a fait le droit, elle a fait un peu les impôts, et puis elle a fait la diplomatie. Elle a été nommée, elle a demandé à intégrer la fonction publique en 1964, ce qui lui a été refusé. Mais elle s'est battue et elle a été intégrée à la fonction publique par décret du Conseil des ministres. Et après ça, elle a été nommée comme ambassadrice au Nigeria de 82 à 88, puis après au Canada. Donc, elle a été la première femme ambassadrice du Bénin nommée par un gouvernement. Peut-être terminer cette galerie de portraits par deux présidentes très attachantes, Elisabeth Pognon et Concepcia Ouinsou, qui ont présidé la Cour constitutionnelle. Après la conférence des forces vives de 1990, la première femme nommée présidente de la Cour constitutionnelle a été Madame Pognon. C'est une nouvelle institution créée avec la démocratie. Elle a été nommée et vous savez tous le rôle qu'elle a joué dans la conduite de cette institution. Elle demeure inoubliable par rapport à la qualité de sa gestion, à sa gouvernance, ce qui fait qu'elle a été remplacée 5 ans après par une autre femme, Mme Ouinsou Concepcia, qui a fait 2 mandats et qui a dirigé la Cour constitutionnelle de 1998 à 2008. Et Mme Pognon a dirigé de 1993 à 1998. Et ce n'est qu'après ces 2 dames glorieuses, bonne gouvernance, qu'est venu M. Dossou Robert, qui a dirigé un autre mandat. Et actuellement, c'est également un homme qui dirige la Cour constitutionnelle. Après cette galerie de portraits, je voudrais revenir à la façon dont ces différentes personnes, ces différentes femmes, ont gouverné, ont exercé leur pouvoir. Tout d'abord, Gabin, la reine Tassi Angbe. Je posais une question un peu brutale. Est-ce qu'elle a gouverné comme un homme? Est-ce qu'elle a gouverné comme un roi? Ou est-ce qu'elle a gouverné comme une femme, comme une reine? Je te dis qu'elle a gouverné comme un homme. Elle a gouverné comme un homme. Et c'est ça qui a gêné ses frères qui ont tout fait pour la faire partir. Elle n'avait aucun scrupule ou... elle a tout fait comme si elle était un homme. D'abord, si elle a pu s'habiller comme un homme pour aller faire la guerre, il ne reste plus rien. On l'a traitée de tous les maux. On dit qu'elle est légère, elle est ci, elle est ça. Tout simplement parce qu'elle a démontré que les femmes sont aussi capables, sinon plus que les hommes. C'était tout. Rachida de Souza, la reine Tassi Angbe, Inen Mego, Ida, est-ce qu'elles ont gouverné comme des rois ou elles ont exercé leur pouvoir au féminin? Elles ont su assumer le pouvoir d'une main très énergique, à mon avis. Mais elles ont mis une touche. Pour moi, Tassi Angbe avait une très profonde compassion. Et c'est ça qui, à la fin, malheureusement, a joué contre elle. Si mes souvenirs sont exacts, quand elle est partie à la guerre, elle était en grossesse, cette femme. Et pourtant, elle est montée sur un cheval. Elle est montée, je ne sais pas si c'est un cheval ou... Et elle a été... la tradition dit qu'elle a déposé sa grossesse entre 2 baobabs qui existent jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, on dit que c'est une légende, ce n'est pas possible. Et on la raconte aux enfants. Il y a des enfants très étonnés. Mais en réalité, si on comprend le sens peut-être ésotérique et sous-jacent de ce geste, c'est-à-dire qu'elle a essayé, elle, en tant que... C'est mon point de vue personnel, hein, en tant que femme qui va procréer, qui va donner la vie, qui a été, par un concours de circonstances, obligée d'endosser
les habits d'un guerrier et d'aller à la guerre et de démontrer qu'elle était capable de remporter la victoire, elle a un peu mis de côté cet aspect profond de sa compassion de femme qui donne la vie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à Naye Hangbe. Je ne dis pas Tassi Hangbe, Naye Hangbe, puisque quand elle est devenue reine, elle s'appelait Naye Hangbe. Pour les autres, bien sûr qu'elles ont mis une touche, à mon avis, féminine. Elles ont d'abord toujours essayé d'être à la hauteur, parce qu'elles devaient se montrer non seulement comme des hommes, mais plus que des hommes, pour montrer une certaine énergie, une certaine supériorité dans l'exercice du pouvoir, mais elles ont joué ce rôle réparateur, elles ont joué ce rôle consolateur et surtout rassembleur par rapport à des événements extrêmement violents, extrêmement tragiques que traversait leur société. Je pense qu'elles n'ont peut-être pas mis la touche féminine dans l'exercice direct du pouvoir, mais elles l'ont mise, c'est leur nature, elles l'ont exercée avec leur sensibilité de femme. Marie-Odile Atanasso, est-ce qu'il y a un pouvoir au féminin ou est-ce qu'il y a un pouvoir tout court? Pour moi, il y a un pouvoir tout court. On dirige hommes, on dirige femmes. C'est parce que j'ai entendu, elle a dirigé comme un homme. Ça veut dire que l'homme est au-dessus de la femme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans une société matrilinéaire, on va dire que l'homme a dirigé comme une femme. Donc, diriger, ce n'est pas une question d'homme ni de femme. On dirige tout court. Mais la particularité de la femme, c'est qu'elle apporte beaucoup plus de soin à ce qu'elle fait. Elle a de l'empathie. Elle a une bonne gouvernance. Généralement, les femmes dirigent mieux que les hommes. Mais le pouvoir n'est ni féminin ni masculin. Le pouvoir, c'est le pouvoir tout simplement. Sous l'époque marxiste, léniniste, on a vu l'impact des quotas. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, l'impact des quotas de femmes dans les différents organes de pouvoir. Que pensez-vous de cette solution, ou encore de la parité? Est-ce que, d'ailleurs pas seulement en politique, dans tous les strates de la société? Bon, comme je dis, pour le quota, pour moi, c'est un pas vers la parité. La loi fondamentale a dit que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Il en est de même pour la Constitution. Mais à défaut d'avoir la parité, on peut mettre en place un système de quotas pour permettre tout doucement aux femmes d'entrer dans les instances de prise de décision. Ce qui n'a pas été accepté au niveau national, lorsque les députés ont fait un texte, il fallait 25% au moins de femmes sur les listes électorales. Donc, nous avons jugé cela d'anticonstitutionnel dans la mesure où la Constitution disait déjà qu'il y avait la parité. Mais si nous regardons toutes les recommandations au niveau international des Nations Unies, le quota est un pas vers la parité. Et si nous n'avons pas la parité, il vaut mieux avoir le quota. Mais c'est un débat entre juristes et ceux qui veulent la promotion. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de la Révolution, ce système de quota qui a été imposé, à savoir 3 femmes dans les bureaux depuis le niveau décentralisé jusqu'au niveau national, et 7 femmes dans les bureaux, dans les comités spéciaux d'organisation de jeunes et de femmes, ça a permis une entrée massive des femmes dans les instances de prise de décision. Donc le quota, pour moi, c'est un moyen, une discrimination positive qu'on peut prendre pour permettre permettre aux femmes d'aller aux instances de prise de décision. Ce qui n'a pas été fait au Bénin, et du coup, le chef de l'État, avec la révision de la Constitution, a eu des places réservées. Des places, 24 places ont été réservées pour les prochaines assemblées nationales. C'est vrai, c'est une avancée, mais pour moi, c'est comme un plus. Les hommes n'ont pas voulu, dans les 89, qu'on prenne les 24. On nous a ajouté 24 ou 89, mais on vous donne un peu de 24 là-dessus. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais bon, on va se contenter de ça en attendant que la lutte continue. Merci.
Rachida de Souza, les femmes souveraines ont été tenaillées entre la politique et la tradition. Est-ce que vous avez ce sentiment? Je crois que le cas de Tassi Rangbé et le cas de d'Inen Mego nous posent ce problème. C'est-à-dire que bien qu'ayant les aptitudes du pouvoir, bien que, surtout dans le cas de Tassi Rangbé, la tradition lui donnait ce droit. Elle était jumelle. Elle avait été initiée de la même manière que son frère. Elle avait subi tous les rituels comme son frère. C'était une obligation. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette position d'assumer ce rôle, la société a discuté ce rôle, a rejeté ce rôle. Moi, je pense que c'est au-delà de Tassi Rangbé, c'est les conflits, les contradictions qui peuvent naître entre une tradition qui donne un droit et un pouvoir politique qui a, comment dirais-je, qui a ses exigences et qui évolue, comme je le disais, dans un milieu non seulement patriarcal, mais virilocal, au point où un prince d'Abomey qui a écrit un livre qui fait date a dit « Une femme ne peut pas diriger une nation de guerriers ». Je pense que cette phrase résume tout. Ça dit, même si la tradition lui octroie ce droit ou l'autorise, la pratique, ce qui se passe dans cette société, ne peut pas lui permettre de le faire. Enfin, c'est mon avis. Gabin, est-ce qu'il faut réhabiliter ces grandes figures féminines de l'histoire? Je pense que c'est une obligation. C'est une obligation parce que je me souviens en 2003, quand on a voulu inviter la reine Rangbé sur la tribune officielle pour l'ouverture du festival du Dahomey, il y a des princes qui m'ont dit si jamais elle arrivait, on va la déchirer. Parce que c'était une virgule, d'autres ont dit c'est une parenthèse, et donc c'est pas la peine que vous reveniez encore cette histoire. On a fini avec. Et je leur ai répondu, que ce soit virgule ou parenthèse, ça ne veut pas être de l'alphabet français. Ça veut dire que ça existe. On va dire que ça existe. Ce n'est pas nous qui avons créé. Pourquoi pendant les rituels, vous tenez compte d'elle? Et maintenant qu'il s'agit de faire des parades, vous dites qu'elle ne sera pas là. Au nom de quoi? Malheureusement, le prince qui a défendu, qui était le plus chaud, à une semaine de la cérémonie, a eu un problème avec le tribunal. On l'a mis sous mandat de dépôt. Et il a fui avec son véhicule. Le gendarme qui l'accompagnait a fait éclater avec 2 balles le pneu avant, côté chauffeur. Il a conduit comme ça jusqu'à l'entrée du palais à Kaba, sans interdit. Et il a escaladé le mur pour aller chez l'ancien président de l'Assemblée nationale révolutionnaire, Vilon Guézo. Et c'est lui qui l'a conduit après en prison, après 0 heure. Et la reine a dit, voilà, les manifestations, parce que c'est la première reine Rangbé qui est restée là-bas dans sa tombe et qui a bougé. Donc elle a assisté sans difficulté à la cérémonie et tout s'était très bien passé. Ça veut dire que c'est normal qu'on lui donne sa place dans le concert des rois du Dahomey. Puis c'est la chaussée, effectivement, les sandales, on le reconnaît. C'est pour ça qu'on ne cesse d'en parler. À partir du moment où on en parle, ça a existé. Il faut que l'histoire le retienne et que les générations futures sachent qu'une femme a pu chausser les sandales du Dahomey. Marie-Odile Atanasso, est-ce que toutes ces femmes de l'histoire du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, ces souveraines, ces prêtresses, mais aussi toutes ces femmes qui se sont battues au XXe siècle pour prendre des espaces de pouvoir, est-ce qu'elles sont inspirantes? Pour être inspirantes, il faut qu'elles soient connues. Elles ne sont pas assez connues. On doit tout faire pour qu'elles soient mieux connues, pour servir de modèle
aux jeunes filles, aux femmes. Parce que si elles voient les modèles passer, elles peuvent se dire, oui, nous sommes dans une société patrilinéaire, virile, locale, mais la femme, dans un passé ancien, récent ou nouveau, a quand même dirigé. Donc, nous pouvons diriger, nous pouvons aussi prendre le pouvoir. Je pense que ça doit nous servir de modèle. Ces femmes sont inspirantes, mais elles doivent être plus connues, plus valorisées pour que ça change nos mentalités, la mentalité des hommes et la mentalité des filles qui doivent se dire nous sommes aussi capables. Merci infiniment. Ce débat va prendre fin, mais avant de nous quitter, je voudrais vous présenter quelques ouvrages sur lesquels ont travaillé nos panélistes. Je voudrais commencer par cet ouvrage qui s'appelle « Femmes et pouvoir politique au Bénin, des origines dahoméennes à nos jours » de Marie-Odile Atanasso, qui a été publié par la Fondation Friedrich Ebert. Je voudrais également signaler le dernier ouvrage de Rachida Ayari de Souza, « Ouida, la mémoire silencieuse », qui a été publié chez Dagan. Ce sont des ouvrages qu'on trouve ici au Bénin. Et puis le travail de Gamadji Massé, qui s'appelle Djenan, qui est le temple couvent de la reine-mère Tekbessou, qui a fait l'objet d'une réhabilitation complète, qu'il a suivie, et d'un travail historique. Et puis je voudrais enfin achever sur cet ouvrage que vous voyez également sur l'écran là-bas, Les Amazones, d'Hélène d'Almeida Topor, qui a été réédité aux éditions La Lanterne Magique. Voilà, Les Amazones, une armée de femmes dans l'Afrique précoloniale. Alors avant de vous libérer, je voudrais remercier infiniment les panélistes. Marie-Odile Atanasso, Rachida Ayari de Souza, Gamadji Massé, merci de nous avoir fait partager vos connaissances, vos travaux parfois en cours, parce que vous ne les avez pas forcément encore publiés. Et en tout cas, ça a été extrêmement riche et formateur pour nous tous. Et l'histoire du Dahomey a pris un autre sens, du Dahomey, d'Abomey, du Bénin, a pris un autre sens ce soir. Avec la découverte de nouvelles figures. Merci infiniment à vous. Merci aussi au public, à vous qui êtes restés aussi tardivement pour nous écouter, pour partager avec nous cette soirée sur les femmes souveraines. Et puis je voudrais remercier l'Institut français et toute son équipe qui a travaillé à la réalisation de cet événement et les remercier pour leur disponibilité et ce travail formidable qui nous a permis d'être en ligne avec Fabrice d'Almeida et puis d'accueillir nos invités dans de bonnes conditions. Bonne soirée à tous, à très bientôt j'espère. Adino, mille di sensa. Adino,